World War Z de Max Brooks, lu par Nimue. Chapitre 3. La grande panique. Base aérienne de Parnell, Memphis, Tennessee, États-Unis. Gavin Blair pilote le tout nouveau fleuron de la défense aérienne américaine, un dirigeable de combat D-17. Ce travail lui convient parfaitement. Dans la vie civile, il pilotait un dirigeable publicitaire Fujifilm. Il y en avait partout, à perte de vue. Des berlines, des 4x4, des bus, des SUV, n'importe quoi pourvu que ça roule. Des tracteurs, une bétonneuse, même un camion publicitaire avec un énorme panneau « Gentleman's Club » à l'arrière. Je vous jure. Et des gens assis dessus, bien sûr. Ils grimpaient sur n'importe quoi. Les toits, les galeries de bagages. Ça ressemblait à ces vieilles photos de train en Inde, vous savez, avec tous ces gens accrochés par grappes, comme des singes. La route était jonchée de trucs abandonnés, valises, cartons, meubles, tout un bric-à-brac. J'ai même aperçu un piano à queue, un vrai piano à queue, sans déconner, là, éclaté en 1000 morceaux, comme si on l'avait balancé d'un camion en cours de route. Et puis, il y avait beaucoup de voitures abandonnées. Certaines sur le bas-côté, d'autres en plein milieu de la chaussée et désossées. Quelques-unes avaient brûlé. Beaucoup de gens marchaient dans les prés voisins ou le long de la route. Certains tapaient au carreau des voitures et agitaient toutes sortes de trucs. Certaines femmes s'exhibaient. Elles cherchaient sans doute à refourguer de l'essence. En tout cas, elles ne faisaient pas d'autostop. Les piétons allaient plus vite que les voitures. Ça n'aurait eu aucun sens. Mais bon, ils haussent les épaules. Plus loin sur la route, à une 50aine de kilomètres, le trafic se décongestionnait un peu. Ça aurait dû calmer tout le monde en principe. Mais en fait, c'était tout le contraire. Les gens faisaient des appels de phare, se rentraient dedans, sortaient de leur voiture et se battaient. J'en ai vu plusieurs allongés sur le bas-côté. Certains bougeaient à peine, d'autres plus du tout. Les gens passaient à côté d'eux en transportant toutes sortes de trucs, des sacs, des enfants. Et puis j'en ai repéré quelques-uns qui couraient les mains vides, tous dans la même direction. J'ai compris pourquoi un peu plus loin. Ces créatures, elles grouillaient parmi les véhicules. Les conducteurs essayaient de faire demi-tour et s'embourber sur le bas-côté, coinçant les autres fils et empêchant quiconque de bouger. Quasiment personne n'arrivait à ouvrir ses portières. Les voitures étaient trop proches les unes des autres. Et j'ai vu ces choses s'approcher lentement des fenêtres ouvertes, en faire sortir des gens ou y entrer elles-mêmes. Beaucoup de conducteurs étaient coincés, portes fermées et verrouillées, fenêtres remontées, j'imagine. C'était du verre sécurite. Les morts ne pouvaient pas entrer, mais les vivants ne pouvaient pas sortir non plus. J'ai vu plusieurs personnes paniquer et tirer à travers leur pare-brise, leur seule protection. Des idiots. Ils auraient pu gagner du temps en restant tranquilles à l'intérieur. Peut-être même qu'ils auraient fini à s'enfuir. Si ça se trouve, personne n'en aurait réchappé de toute façon. Tout ce qu'on pouvait espérer, c'était une fin rapide. Il y avait une remorque à chevaux accrochée à un gros 4x4 sur la file du milieu. Elle remuait dans tous les sens. Les chevaux étaient encore à l'intérieur. Les morts se sont éparpillés entre les voitures, en dévorant littéralement tout sur leur passage. Tous ces pauvres types qui ne cherchaient qu'à fuir. C'est ça qui me hante le plus, en fin de compte. Tous ces gens qui n'avaient nulle part. C'était la I-80, une portion de route entre Lincoln et North Platte. Ces deux villes étaient déjà largement contaminées, tout comme les autres villages voisins. Où pensaient-ils aller tous? Qui avait organisé cet exode? Quelqu'un était responsable de tout ça. Pourquoi les gens avaient-ils rejoint la file des voitures sans se poser de questions? J'ai du mal à imaginer ce qu'ils ont pu vivre. Les gosses qui hurlent, les chiens qui aboient, les bagnoles au cul à cul.
à espérer que quelqu'un dans la file sache où il va, tout en priant pour que ce qui les poursuit quelques kilomètres derrière ne les rattrape pas. Vous avez déjà entendu parler de l'expérience de ce journaliste américain à Moscou dans les années 70. Il s'était posté près d'une porte, comme ça, et il avait commencé à attendre. Au bout de quelques minutes, une personne est venue attendre derrière lui, puis deux autres, et encore d'autres. En moins d'une demi-heure, la queue s'allongeait jusqu'au coin de la rue. Personne ne s'est demandé pourquoi il faisait la queue. Tout le monde s'était dit que ça valait sûrement le coup. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Si ça se trouve, c'est encore une de ces légendes urbaines, ou de la propagande à la sauce guerre froide, qui sait. Alang, Inde. J'arpente le rivage en compagnie d'Ajay Shah, et nous contemplons les restes rouillés de ce qui fut un jour un navire flambant neuf. Le gouvernement n'a pas les moyens de faire enlever toutes les épaves qui jonchent la plage, et l'érosion a rendu l'acier quasi irrécupérable. Les bateaux gardent le silence, témoins muets du carnage qui s'est un jour déroulé ici même. On m'a dit que ce qui s'est passé ici n'avait rien d'exceptionnel. Partout, sur toutes les côtes du monde, des milliers de gens ont désespérément cherché à embarquer sur tout ce qui flottait pour tenter leur chance en mer. Je ne savais même pas à quoi ressemblait Alang. J'avais pourtant passé toute ma vie dans la ville voisine de Bhavanagar. J'y travaillais comme chef de bureau depuis que j'avais quitté l'université. Une sorte de col blanc jovial, un bout en train professionnel. Mon seul travail manuel consistait à taper sur un clavier, et pas tant que ça d'ailleurs. La plupart de nos ordinateurs disposant de la reconnaissance vocale, sachant qu'il y avait un chantier naval à Alang, j'ai tout de suite essayé de m'y rendre. Je m'attendais à un port plein de bateaux embarquant les réfugiés les uns après les autres pour les évacuer. Mais c'était le contraire en fait. On ne construisait pas de bateaux à Alang, on les désossait. Avant la guerre, c'était le plus grand atelier de ferraillage au monde. Les compagnies de récupération indiennes achetaient des épaves aux nations du monde entier pour les échouer sur la plage et les découper les unes après les autres, jusqu'au dernier boulon. Les rares bateaux disponibles n'étaient que des coques vides, alignés au hasard et condamnés à disparaître. Tout sauf des navires en état de marche. Il n'y avait ni cale sèche, ni cale de lancement. Pour tout dire, Alang ressemblait davantage à une simple bande de sable qu'à un véritable chantier naval. La procédure normale consistait à échouer les navires sur la plage, comme de grosses baleines métalliques. Mon seul espoir résidait manifestement dans la demi-douzaine de navires tout juste arrivés et encore ancrés dans la baie. Il devait bien y avoir un équipage, même réduit au strict minimum, ou encore un peu de gasoil dans les réservoirs. Un de ces bateaux, le Véronique Delmas, essayait d'en tirer un autre vers le large. Des bouts et des chaînes étaient arrimés à la poupe de l'APL Tulip, un porte-conteneur battant pavillon singapourien, déjà partiellement désossé. Je suis arrivé juste au moment où le Delmas lançait ses machines en arrière toutes. On voyait distinctement la ligne d'écume grossir et les bouts se tendre à craquer. J'ai entendu comme des coups de feu quand les plus faibles ont lâché, mais les chaînes les plus solides, elles ont mieux résisté que la poupe. La quille du Tulipe avait dû se briser quand on l'avait échoué. Quand le Damas a reculé, j'ai entendu un grincement métallique atroce et le Tulipe s'est littéralement cassé en deux. La proue est restée sur le sable et la poupe a été entraînée au large. On n'a rien pu faire. Le Delmas était à pleine vitesse et la poupe du Tulipe a chaviré aussitôt avant de couler à pic. Il devait y avoir au moins 1 millier de personnes à bord, agglutinés toutes dans les cabines disponibles, toutes les coursives, sur tous les ponts, partout. Il n'y avait pas 1 centimètre carré de libre.
Le gigantesque bouillonnement a couvert leurs hurlements. Pourquoi les réfugiés ne se sont-ils pas contentés de grimper à bord des épaves échouées et de retirer les échelles pour les rendre inaccessibles? Vous considérez tout ça avec du recul, mais vous n'étiez pas sur la plage cette nuit-là. Les quais grouillaient de monde. Il y en avait partout. Une foule terrorisée, la mort aux trousses. Des centaines de gens nageaient vers les bateaux, et les vagues s'alourdissaient des corps de ceux qui n'avaient pas réussi à les atteindre. Des douzaines de petits bateaux faisaient la navette, et embarquaient des gens vers les plus gros navires. « Je veux tout votre argent !» disaient certains. « Tout ce que vous avez sur vous, et je vous emmène !» L'argent valait encore quelque chose? À leurs yeux, oui. Argent, nourriture. L'équipage d'un des bateaux n'acceptait que les femmes, les jeunes de préférence. Un autre n'embarquait que les réfugiés à la peau claire. Ces salauds passaient une torche devant les visages de chaque candidat pour repérer les noireaux comme moi. J'ai même vu un capitaine debout sur le pont, avec un pistolet dans les mains qui hurlait « Pas de sous-caste ! On ne prend aucun intouchable !» Intouchable. Caste. Bordel. Mais qui peut encore penser comme ça aujourd'hui? Et le pire, c'est que certains des réfugiés sont sortis de la queue. Les plus vieux, en fait. Vous vous rendez compte? Bon, bien sûr, ce sont les exemples les plus frappants, vous comprenez. Pour un seul profiteur ou un seul psychopathe, il y avait 10 personnes charitables et saines d'esprit au karma indubitablement pur. Parmi les pêcheurs et les propriétaires de petits bateaux, beaucoup avaient pu se contenter de prendre la mer avec leur famille. Et pourtant, ils ont décidé de faire demi-tour malgré le danger, quand on pense aux risques qu'ils ont pris. Se faire assassiner par tous ceux qui en avaient après leur bateau, ou bien se faire attaquer par toutes les goules immergées. Il y en avait déjà quelques-unes. De nombreux réfugiés malades avaient essayé de rejoindre les bateaux à la nage et s'étaient réanimés sous l'eau après leur noyade. C'était la marée basse, suffisamment profond pour qu'un homme se noie, mais pas assez pour qu'une goule ne puisse atteindre sa proie. J'ai vu beaucoup de nageurs disparaître d'un coup sous la surface, et même des bateaux entiers chaviraient, leurs passagers littéralement avalés par l'océan. Et malgré ça, des sauveteurs continuaient à arriver. Certains même se jetaient à l'eau pour essayer d'aider les autres. C'est comme ça qu'on m'a tiré de là, moi. J'essayais tant bien que mal de nager. De la plage, les bateaux semblaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. J'étais un excellent nageur. Mais après avoir marché depuis Bhavanagar et m'être férocement battu pour survivre pendant toute la journée, j'avais tout juste assez d'énergie pour faire la planche et flotter. Au moment d'atteindre mon but, je n'avais même plus assez d'air dans les poumons pour appeler à l'aide. Il n'y avait aucun moyen de s'accrocher à la coque. Les parois d'acier n'offraient aucune prise. J'ai rassemblé mes dernières forces et j'ai frappé sur la coque. Tout en coulant, j'ai senti un bras puissant s'enrouler autour de ma poitrine. Et voilà, ai-je pensé. D'ici à une seconde, j'allais sentir une mâchoire me ronger la chair. Mais au lieu de m'entraîner au fond, le bras m'a ramené à la surface. J'ai atterri sur le pont du Sir Wilfrid Grenfell, une ancienne vedette des gardes-côtes canadiens. J'ai essayé de parler, de m'excuser de ne pas avoir d'argent. Je leur ai dit que je travaillerais pour payer mon billet, que je ferais n'importe quoi pour eux. Le marin m'a juste souri. « Tenez bon », a-t-il dit, « nous n'allons pas tarder à partir. » Je sentais déjà les vibrations du moteur sur le pont. Puis le navire a tourné sur lui-même et s'est dirigé vers le large. Le plus affreux, c'est de voir ce qui se passait à bord des autres navires à mesure que nous les dépassions. Certains des réfugiés s'étaient déjà réanimés. Plusieurs bateaux s'étaient transformés en abattoirs. D'autres brûlaient au mouillage. Les gens sautaient par-dessus bord. Beaucoup ne sont jamais remontés à la surface. Topeka, Kansas, États-Unis.
Sharon serait considérée comme belle selon n'importe quel standard esthétique ou culturel. Longs cheveux roux, yeux verts clairs, et corps de danseuse professionnelle ou de top modèle d'avant-guerre. Elle a malheureusement l'âge mental d'une petite fille de 4 ans. Nous sommes au centre Rothman, de soins pour les enfants à problème. Le docteur Roberta Kellner, la praticienne qui s'occupe de Sharon, estime que la jeune fille a beaucoup de chance. Elle était capable de parler, et son processus de pensée reste cohérent, explique-t-elle. Rudimentaire, certes, mais parfaitement opérationnel. Le docteur Kellner est ravi de cette interview, pas le docteur Somers, le directeur du centre Rothman. Le financement de la clinique a toujours été aléatoire, et le nouveau gouvernement menace de la fermer, purement et simplement. Sharon s'avère timide au premier abord. Elle refuse de me serrer la main et de me regarder dans les yeux. On l'a trouvée dans les ruines de Wichita, et il n'y a aucun moyen de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Maman et moi, on était à l'église. Papa nous avait dit qu'il allait venir nous chercher. Papa avait quelque chose à faire. On devait l'attendre à l'intérieur de l'église. Tout le monde était là. Ils avaient apporté plein de choses. Il y avait des céréales, de l'eau, des jus de fruits, des sacs de couchage, des lampes de poche et... Elle mime un fusil. Madame Randolph, elle en avait un. Elle n'avait pas le droit. Elle m'a dit que c'était dangereux. C'était la maman d'Ashley. Ashley, c'est ma copine. Je lui ai dit où était Ashley. Alors elle a pleuré. Maman m'a demandé de ne pas parler d'Ashley. Elle a dit à Madame Randolph qu'elle était désolée. Madame Randolph était toute sale. Il y avait du rouge et du marron partout sur sa robe. Elle était grosse. Elle avait de gros bras tout doux. Et il y avait d'autres enfants. Jill et Abby et les autres. C'était Madame McGraw qui les gardait. Ils avaient des crayons. Ils dessinaient sur le mur. Maman m'a dit d'aller jouer avec eux. Elle m'a dit qu'on avait le droit. Elle m'a dit que le pasteur Dan avait dit qu'on avait le droit. Le pasteur Dan, il était là aussi. Il voulait que les gens l'écoutent. « Écoutez-moi tous, s'il vous plaît, écoutez-moi. » Elle prend une voix plus grave. « S'il vous plaît, restez calme. Le secours arrive. Restez calme et attendez. » Personne ne l'écoutait. Tout le monde parlait en même temps. Personne n'était assis. Les gens essayaient de parler à leurs jouets. Elle mime le téléphone mobile. Ils étaient fâchés et ils les jetaient par terre et ils disaient des gros mots. J'étais triste pour le pasteur Dan. Elle imite le bruit d'une sirène. Oui, oui, oui. Dehors! Elle recommence d'abord doucement, puis de plus en plus fort, puis de plus en plus doucement. La scène se répète plusieurs fois. Maman parlait à Madame Cormode et aux autres mamans. Elles se disputaient. Maman était très en colère. Madame Cormode n'arrêtait pas de dire, voix agacée, « Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Maman, elle secouait la tête. Madame Cormode, elle parlait avec ses mains. Je n'aimais pas Madame Cormode. C'est la femme du pasteur Dan. Elle grondait tout le monde, et elle était méchante. Et quelqu'un criait « Ils arrivent !» Maman est arrivée et elle m'a pris dans ses bras. Ils ont porté un banc jusque devant la porte. Ils ont mis tous les bancs devant la porte. « Vite, bloquez les portes !» Elle prend plusieurs voix différentes. « J'ai besoin d'un marteau, des clous. Ils sont dans le parking. Ils arrivent. » Elle se tourne vers le docteur Kellner. « Je peux ?» Le docteur Somers hésite. Le docteur Kellner sourit et acquiesce. Je comprends enfin pourquoi la pièce est insonorisée. Shannon reproduit le gémissement d'un zombie. L'imitation
la plus réaliste que je n'ai jamais entendue. À en juger par leur mine décomposée, Sommers et Kellner sont de mon avis. Ils sont arrivés, ils étaient pleins. Elle recommence à gémir, puis abat son poing sur la table. Ils voulaient entrer. Ses coups sont puissants et mécaniques. Les gens criaient. Maman m'a serré très fort. Elle se caresse doucement les cheveux et sa voix s'adoucit. Tout va bien. Je ne vais pas les laisser te faire du mal. Chut. Elle tape des 2 poings sur la table. Ses coups deviennent moins réguliers, comme si elle imitait les coups portés par plusieurs goules en même temps. Barricadez la porte. Tenez bon, tenez bon. Elle émet un bruit de verre brisé. La fenêtre, elle s'est cassée. La fenêtre à côté de la porte d'entrée. Tout est devenu noir. Les adultes, ils ont commencé à avoir peur, ils criaient. Sa voix reprend l'intonation de sa mère. Chut, ma chérie, je ne vais pas les laisser te faire du mal. Ses mains passent de ses cheveux à son visage. Ses doigts caressent doucement son front et ses joues. Sharon prend un air interrogatif et regarde le docteur Kellner. Cette dernière hoche la tête. Sharon imite alors le bruit de quelque chose qui se brise d'un coup, un raclement qui vient du fin fond de sa gorge. Il arrive, tirez, tirez. Elle simule plusieurs coups de feu et puis je ne vais pas les laisser te faire du mal. Le regard de Sharon se perd au-delà de mon épaule, cherchant quelque chose d'invisible. Les enfants, sauvez les enfants. C'était Madame Cormode qui criait « Sauvez les enfants, sauvez les enfants ». Sharon imite encore quelques bruits d'explosion. Elle lève ses poings et les abat sur une silhouette invisible. Les enfants, ils commençaient à pleurer. Elle mime plusieurs coups, des crochets, des directs, puis un couteau qui s'abat encore et encore. Abby, elle pleurait très fort. Madame Cormode l'a prise dans ses bras. Elle fait mine de soulever quelque chose et de le lancer contre le mur. Abby n'a plus rien dit ensuite. Elle recommence à se caresser le visage. La voix de sa mère devient plus dure. « Chut, tout va bien, mon bébé, tout va bien. » Ses mains passent de son visage à sa gorge et la serrent tout d'un coup. « Je ne les laisserai pas. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. » Shannon a du mal à respirer. Le docteur Sommers s'avance légèrement. Kellner lève la main. Sharon cesse aussitôt et imite un coup de feu. C'est chaud et mouillé. C'est amer dans ma bouche. Ça me pique les yeux. On m'a soulevée et puis on m'a emmenée. Elle se lève et mine un rugbyman tenant un ballon. Ils m'ont emmenée au parking. Cours, Shannon, ne t'arrête pas. C'est une voix différente, pas celle de sa mère. Cours, cours, cours. On m'a enlevée de ses bras. Elle m'a laissé partir. Elle avait des gros bras tout doux. Kuzir, île d'Olkhon, lac Baïkal, Saint-Empire russe. La pièce est vide, à l'exception d'une table, 2 chaises, ainsi que d'un grand miroir, qui a tout d'un miroir sans teint. Assis en face de mon interlocutrice, j'écris sur un pad que l'on m'a préalablement fourni. Mon transcripteur m'a été temporairement confisqué, pour raison de sécurité. Maria Zuganova a un visage fatigué, des cheveux grisâtres et un ventre arrondi qui met à rude épreuve les coutures de l'uniforme râpé qu'elle a tenu à porter pendant l'entretien. D'un point de vue technique, nous sommes seuls, mais je sens que d'autres yeux nous regardent à travers la vitre teintée. On ne savait rien de la grande panique. On était bien trop isolés pour ça. Environ un mois avant que tout commence, à peu près en même temps que les révélations de la fameuse journaliste dans la presse, notre caserne observait déjà un burn-out complet. Toutes les télévisions avaient été saisies et retirées des chambres, tout comme les radios personnelles et les téléphones portables. Moi, j'avais un téléphone avec une carte de 5 minutes prépayée. C'était tout ce que mes parents pouvaient se permettre. J'étais censée m'en servir pour les appels, le jour de mon anniversaire, le premier que je passerai loin de chez eux.
On a été stationné en Ossétie du Nord, l'Alania, une de nos républiques, au sud, aussi indisciplinée que les autres. Notre tâche essentielle relevait du maintien de la paix et consistait à empêcher les affrontements interethniques entre Ossètes et minorités ingouches. Notre mission tombait pile poil au moment où ils nous ont coupés du monde. Question de sécurité nationale, ils ont dit. Qui ça, ils? Eux, tous. Les officiels, la police militaire, et même un type en civil sorti de nulle part. Un sale petit sournois avec une face de rat. C'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs, face de rat. Vous n'avez jamais su précisément de qui il s'agissait? Qui? Moi? Non, jamais. Personne d'ailleurs. Oh, on a râlé. Les soldats râlent toujours. Mais on n'a pas vraiment eu le temps de se plaindre. Juste après le blackout, on nous a mis en état d'alerte maximale. Jusque-là, on était tranquille. C'était monotone et ennuyeux. Une routine rompue de temps en temps par les patrouilles en montagne. Et voilà qu'on nous demandait de patrouiller dans ces mêmes montagnes, mais en tenue de combat intégrale, avec armes, munitions, tout ça. On fouillait chaque village, chaque maison, on interrogeait chaque paysan, chaque voyageur et je ne sais pas moi, chaque chèvre qu'on rencontrait. Vous les interrogiez? Pourquoi? Je n'en savais rien. Personne ne manque à l'appel dans votre famille? Personne n'a disparu? Quelqu'un a-t-il été attaqué par un animal ou par un homme enragé? C'était cette question qui m'étonnait le plus. La rage? Chez les animaux, d'accord, mais un homme. On faisait beaucoup d'inspections aussi. On déshabillait tous ces gens et les médecins examinaient chaque centimètre carré de leur corps, à la recherche de quelque chose. Personne ne nous a dit quoi. Ça n'avait aucun sens. Ça ne correspondait à rien. Une fois, on est tombé sur une cache d'armes des 74, quelques vieux 47 et quantité de munitions. Elles avaient probablement été achetées à un gars de notre propre bataillon d'ailleurs, un de ces opportunistes corrompus, comme il en existe partout. On ignorait à qui les armes appartenaient. Trafiquants de drogue, gangsters locaux, peut-être même les brigades de libération, contre lesquelles on nous avait déployés au départ. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a tout laissé en plan. Le petit civil, face de rat, il a discuté en privé avec le plus vieux des villageois. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais je peux vous dire qu'ils étaient terrorisés. Ils se sont signés, puis ils ont murmuré des prières. Nous, on n'en comprenait rien. On était énervés, perdus. On ne pigeait vraiment pas ce qu'on était venu foutre ici. On avait un vieux vétéran, Baduran, dans notre bataillon. Il avait fait l'Afghanistan et 2 fois la Tchétchénie. On disait qu'à l'époque du Putsch, d'Eltsine, tout ça, c'était son BMP. Transport de troupes blindées utilisé autrefois pour l'armée soviétique, aujourd'hui par les armées russes. Qui avait tiré en premier sur la Douma? On aimait bien l'entendre raconter ces histoires. Il était toujours de bonne humeur, toujours bourré, tant qu'il pensait pouvoir s'en sortir. Il a changé du tout au tout jusqu'à la découverte de la cache d'armes. Plus de sourires et plus d'anecdotes. Je crois même qu'il n'a plus touché une goutte d'alcool après ça. Et quand il parlait, ce qui était plutôt rare, c'était toujours pour dire « c'est pas bon, il va se passer un truc ». Chaque fois que je voulais en savoir un peu plus, il haussait les épaules et s'éloignait. Après ça, notre morale a sérieusement baissé. Les gens étaient suspicieux, tendus. Face de rat était partout, tapis dans l'ombre, toujours à écouter, à observer, à murmurer à l'oreille des officiels. Il était avec nous le jour où on a investi un village qui n'avait même pas de nom. Un truc primitif. Le trou du cul du monde, quoi. On a conduit les interrogatoires habituels avec toutes les précautions d'usage. Mais au moment où on allait lever le camp, il y a eu cette fille,
Cette gamine, elle est arrivée en courant par la route principale. Elle était terrorisée et elle pleurait en appelant ses parents. Si seulement j'avais pris le temps d'apprendre leur langue. Elle montrait l'horizon du doigt. Il y avait une autre silhouette. Encore une petite fille qui avançait en trébuchant dans la boue. Le lieutenant Tikhonov a empoigné sa paire de jumelles et son visage a brusquement pâli pendant qu'il regardait. Face de rat s'est approché de lui. Il a regardé avec ses propres jumelles, puis il a murmuré quelque chose à l'oreille du lieutenant. Petrenko, le tireur d'élite du bataillon, a reçu l'ordre de pointer la fille. Ce qu'il a fait. Vous l'avez? Je l'ai. Feu. C'est comme ça que ça s'est passé, je crois. Je me souviens qu'il y a eu un moment de silence. Petrenko a regardé le lieutenant et lui a demandé de répéter son ordre. Vous m'avez entendu, a répondu l'officier d'un ton agacé. Je me trouvais un peu plus loin que Petrenko, mais j'avais clairement entendu l'ordre. Je vous ai dit d'abattre la cible maintenant. Je voyais bien que le bout de son fusil tremblait. C'était un type assez maigrichon. Certainement pas le plus courageux d'entre nous, ni le plus fort, mais tout à coup, il a baissé son fusil et il a refusé d'obéir. Comme ça. Non, monsieur. J'ai bien cru que le soleil venait de geler sur place, dans le ciel. Personne ne savait quoi faire, et certainement pas le lieutenant Tikhonov. Tout le monde se jetait des regards en coin, puis on a tous regardé le champ. Face de rat s'éloignait d'un pas tranquille, presque guilleret. La petite fille était maintenant suffisamment proche pour qu'on distingue son visage. Elle avait des yeux démesurés, fixés sur face de rat. Ses bras étaient tendus, et j'ai distinctement entendu un gémissement aigu. Il l'a rejointe, vers la moitié du champ. C'était fini avant même qu'on comprenne ce qui s'était passé. D'un seul mouvement souple, face de rat a dégainé un pistolet, lui a tiré entre les deux yeux. Puis, il est revenu tranquillement vers nous. Une femme s'est brusquement mise à pleurer, probablement la mère de la petite. Elle est tombée à genoux, elle nous a maudits et nous a insultés. Face de rat n'a pas eu l'air de la remarquer, ni même de s'en préoccuper. Il a murmuré quelque chose au lieutenant Tikhonov et il est remonté dans le BMP, comme s'il prenait un taxi à Moscou. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'essayais de penser à tout ce qui venait de se produire, de ne pas penser au fait que les MP avaient embarqué Petrenko et qu'on nous avait confisqué nos armes. Je savais que j'aurais dû me sentir mal pour cette gamine, que j'aurais dû être en colère, avoir envie de me venger de face de rat, et je me sentais peut-être aussi un peu coupable de ne pas avoir levé le petit doigt pour l'en empêcher. Voilà le genre d'émotion que j'aurais dû ressentir. Mais la seule chose que je ressentis, c'était la peur. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'avait dit Baburin, que quelque chose allait se passer. Je voulais rentrer chez moi, je voulais voir mes parents. Et s'il y avait eu une attaque terroriste, et s'il y avait eu une guerre? Ma famille vivait à Bikin, presque en Chine. Il fallait absolument que je leur parle, que je sache s'ils allaient bien. J'étais tellement inquiète que j'ai commencé à vomir. On m'a conduite à l'infirmerie. Je n'ai pas participé à la patrouille du lendemain. C'est pour ça que j'étais encore alitée quand ils sont revenus dans l'après-midi. J'étais dans mon lit à lire un vieil exemplaire de Masta, ancien magazine russe destiné aux adolescentes. Son nom, 17, est la copie conforme et illégale d'une publication américaine. Quand j'ai entendu des cris, le rugissement d'un moteur et des éclats de voix, il y avait déjà du monde dans la cour de rassemblement. Je me suis frayé un passage pour voir Arkady debout au milieu des autres. C'était le mitrailleur de la section, un vrai ours. On était copains parce qu'il tenait les autres gars éloignés de moi, si vous voyez ce que je veux dire. Il disait que je lui faisais penser à sa sœur. Elle sourit tristement. Je l'aimais bien. Il y avait quelqu'un qui rampait à ses pieds. On aurait dit une vieille, mais elle avait son burlap sur la tête et une chaîne autour du cou. Sa robe était déchirée et ses jambes tout écorchées. Elle ne saignait pas,
juste une sorte de pus noirâtre. Arkady était en train de hurler. « Fini! Assez de mensonges! Les civils abattus à vue, c'est pour ça que j'ai descendu le petit Zoopolitz. J'ai cherché le lieutenant Tikhonov, mais il n'était nulle part. Une boule glacée m'a vrillé l'estomac. Parce que je voulais vous montrer à tous. » Arkady a tiré sur la chaîne, puis a relevé la vieille babouchka. Il a arraché son foulard. Son visage était gris, tout comme le reste de son corps. Elle avait des yeux démesurément agrandis et un air féroce. Elle a grogné comme un loup en essayant d'agripper Arkady. Il l'a saisi à la gorge, d'une main puissante, et l'a maintenu à distance. « Je veux que vous sachiez tous pourquoi on est là. » Il a sorti son couteau et l'a plongé dans le cœur de la femme. J'en ai eu le souffle coupé, tout le monde en fait. La lame était enfoncée jusqu'aux manches et la vieille continuait à s'agiter en gémissant. « Vous voyez !» a crié Arkady en la poignardant à plusieurs reprises. « Vous voyez, c'est ça qu'ils ne veulent pas nous dire. C'est pour ça qu'on se casse le cul. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. » Plusieurs têtes ont acquiescé et des grognements sont montés de la foule. Arkady a continué à parler. « Et s'il y en avait partout? Et s'il y en avait chez vous? Vous avez pensé à vos familles? » Il regardait les soldats les uns après les autres, et il n'avait pas fait attention à la vieille. Sa poigne s'est desserrée et la vieille en a profité pour le mordre à la main. Arkady a poussé un hurlement. Son poing s'est écrasé sur le visage de la femme. Elle s'est écroulée en crachant cette espèce de bile noire. Il l'a fini à coups de botte. On a tous entendu son crâne se briser. Le sang dégoulinait de la blessure d'Arkady. Il a secoué dans tous les sens, et ses veines du cou se sont gonflées d'un coup, quand il a martelé « On veut rentrer chez nous, on veut protéger nos familles, on est dans un pays libre en démocratie, vous n'avez pas le droit de nous en empêcher. » Je criais moi aussi, tout le monde criait. Cette vieille, cette créature qui pouvait se prendre un couteau en plein dans le cœur sans mourir. Et s'il y en avait partout? Et s'il menaçait déjà nos proches, mes parents? Toute cette peur, tous ces doutes, tous ces angoisses retenues depuis si longtemps, tout ça s'est transformé en explosion de rage. « On veut rentrer chez nous !» Tout le monde reprenait ce refrain en chœur, et puis une balle m'a sifflé à l'oreille, et l'œil gauche d'Arkady a explosé. Je ne me rappelle pas avoir couru, ni inhalé le gaz lacrymogène. Je ne sais plus à quel moment les commandos Spetsnaz sont arrivés, mais soudain, ils étaient partout. Ils nous ont matraqués, ils nous ont enchaînés les uns aux autres. L'un d'eux m'a écrasé la poitrine d'un coup de botte, si fort que j'ai bien cru que j'allais crever sur place. C'était la décimation? Non, ce n'était que le début. Nous n'étions pas la seule unité à nous révolter. En fait, ça a commencé juste après le bouclage de la zone par les MP. Au moment où on organisait notre petite manifestation, le gouvernement avait déjà décidé de régler la question. Elle ajuste son uniforme et se redresse avant de poursuivre. Décimer, je croyais que ça voulait dire éliminer, commettre un carnage, tout détruire. En fait, ça signifie tuer 10% de la population. Une personne sur 10 qui meurt. Et c'est exactement ce qu'ils nous ont fait. Les Spetsnaz nous ont tous rassemblés dans la cour en uniforme de parade. Notre nouveau commandant nous a fait un discours sur le devoir et la responsabilité, sur notre serment de protéger la patrie, sur notre lâcheté et sur le déshonneur qui nous entachait d'avoir manqué à notre parole. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Le devoir, la responsabilité. La Russie, ma Russie, n'était plus qu'un immense bordel apolitique. Nous vivions en plein chaos. Tout le monde était corrompu.
et on essayait juste de survivre au jour le jour. Même l'armée n'avait plus rien à voir avec le patriotisme. C'était un moyen comme les autres d'être logé et nourri, d'apprendre quelques trucs, et parfois d'envoyer un peu d'argent à la maison quand le gouvernement décidait qu'il était temps de payer ses soldats. Le serment de protéger la patrie, ma génération s'en foutait. Ça, c'était l'affaire des vieux patriotes, nos héroïques vétérans, ces tarés qui squattaient la place rouge avec leurs drapeaux soviétiques rapiécés et leurs rangées de médailles épinglées sur leur uniforme moisi. Le devoir envers la patrie, quelle blague! Mais ça ne me faisait pas rire. Je savais qu'il allait en exécuter quelques-uns, avec tous ces types armés qui nous encerclaient. Les tireurs postés en haut des miradors, je me sentais résigné. J'attendais la balle, chaque muscle de mon corps tendu à l'extrême. Et puis, j'ai entendu cette phrase. Vous êtes des enfants gâtés. Vous voyez la démocratie comme un droit inaliénable. C'est ce que vous pensez, hein? Ça vous semble normal? Eh bien maintenant, vous allez passer aux travaux pratiques. C'est exactement ce qu'il a dit. Chaque mot est imprimé à jamais dans ma tête. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que nous devions désigner ceux qui allaient être punis. Il nous rassemblerait par groupe de 10 et on choisirait ceux qu'on exécuterait. Et alors, nous, les soldats, nous serions personnellement responsables du meurtre de nos amis. Ils ont fait rouler des petits chariots jusqu'à nous. J'entends encore les roues grincer. Ils étaient remplis de cailloux, à peu près gros comme ma main, lourds et tranchants. Certains se sont mis à pleurer, à supplier, à chialer comme des enfants. D'autres, comme Baburin, se sont simplement agenouillés. Il me regardait droit dans les yeux quand je lui ai écrasé la pierre en plein visage. Elle soupire doucement et regarde derrière elle. C'était diabolique, foutrement diabolique. De simples exécutions auraient renforcé la discipline et restauré l'ordre, bien sûr. Mais, en nous impliquant dans ces assassinats, ils nous tenaient à la fois par la peur et la culpabilité. On aurait pu dire non, refuser d'obéir et se faire abattre immédiatement. Mais on n'a rien dit, on l'a fait. On a tous choisi, en notre âme et conscience. Le prix était déjà bien assez élevé. Je ne crois pas que quiconque ait eu envie de recommencer. Ce jour-là, nous avons renoncé à la liberté, et avec le sourire en plus. Ce jour-là, on a compris ce qu'était la vraie liberté, celle de désigner quelqu'un du doigt et de dire « Il m'a ordonné de le faire, c'est de sa faute, pas de la mienne. Que Dieu nous vienne en aide. » La liberté de dire « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. » Bridgetown, la Barbade, Fédération des Indes de l'Ouest. Le Trevor's Tavern était l'exemple parfait du bar louche des Indes de l'ouest du Pecos, pour tout dire, ou plus précisément de la zone économique sociale, propre à chaque île de l'archipel. Pas vraiment le genre d'endroit auquel on pense quand on évoque la tranquillité et le calme des Caraïbes d'après-guerre. Ce n'est pas le but. Séparé du reste des îles par des clôtures barbelées et entièrement dédiées à une certaine culture de la débauche et de la violence, les zones économiques spéciales sont justement conçues pour soulager les visiteurs de leur argent. Je suis mal à l'aise, à la grande satisfaction de T. Sean Collins. L'immense Texan fait glisser un verre de Kill Devil dans ma direction, puis pose ses deux énormes bottes sur la table. Ils n'ont toujours pas trouvé de nom pour le genre de boulot que je faisais. Rien d'officiel, en tout cas. Prestataire indépendant. Ça fait penser aux types qui repeignent les murs, ou qui abattent des cloisons. Sécurité privée, c'est bon pour les abrutis qui jouent les vigiles dans les centres commerciaux. Mercenaires, oui, c'est ce qu'il y a de plus proche, je suppose, mais en même temps, ça n'a rien à voir.
Mercenaires, ça fait penser à tous ces tarés-là. Les anciens du Vietnam tout fripés, avec des uniformes à la con, toujours en train de ramper dans la boue, au fin fond de la jungle quelconque. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à la réalité. Rien à voir avec moi. Ça, non. Ouais, je suis un vétéran, ok. Et cette expérience m'a aidé à gagner du fric, d'accord? Le truc marrant avec l'armée, c'est qu'ils promettent de vous apprendre toutes sortes de compétences inutiles, mais qu'ils ne vous disent jamais. La seule susceptible de vous faire gagner du blé, c'est de savoir descendre des gens tout en restant en vie. Ok, j'étais peut-être un mercenaire, mais vous n'en auriez jamais rien su si je ne vous l'avais pas dit. J'étais propre sur moi, j'avais une chouette maison et même une femme de ménage qui venait une fois par semaine. J'avais plein d'amis, des perspectives de mariage, et mon handicap au country club était presque aussi bon que celui d'un pro. Je travaillais pour une entreprise normale avant la guerre. Rien ne se faisait sur le manteau, pas d'enveloppe de cash, pas d'entourloupe. J'avais des jours de congé, la sécurité sociale, et même une mutuelle, pour les soins dentaires et l'hôpital. Je payais mes impôts, trop d'ailleurs. Je payais ma caisse de retraite. J'aurais pu bosser à l'étranger. Dieu sait qu'on ne manquait pas de demandes. Mais après avoir entendu mes copains me raconter leur dernier micro-conflit, j'ai lâché l'affaire. Autant jouer au garde du corps pour un PDG bien gras ou une quelconque vedette de merde. Voilà où j'étais au moment de la grande panique. Ça ne vous dérange pas si j'évite de donner des noms? Ok. Certains sont toujours en vie, ou gèrent des sociétés encore actives et, croyez-le ou non, ils me menacent encore d'aller en justice, après tout ce bordel. Bon, ok. Je ne cite aucun nom, ni aucun endroit. Mais imaginez une île assez grande, une île longue, pas très loin de Manhattan. Ils ne peuvent pas m'attraper pour ça, pas vrai? Je ne savais même pas ce que faisait mon client. Un truc dans le divertissement, ou bien la bonne finance. Vous voyez le genre. Si ça se trouve, il siégeait au conseil d'administration de ma propre société, comme gros gestionnaire, mais peu importe. Il avait du fric, et il vivait dans une baraque incroyable sur la plage. Mon client aimait bien fréquenter des gens connus. Son idée, c'était d'assurer la sécurité de ceux qui contribuaient à l'amélioration de son image, pendant et après la guerre. Un genre de Moïse pour célébrité friquée, quoi. Et vous savez quoi? Ils sont tous venus. Les acteurs, les chanteurs, les rappeurs, les sportifs professionnels, et puis tous les autres, ceux qu'on voit dans les talk-shows et les reality shows. Il y avait même la pétasse, là, vous savez, la petite pute pourrie gâtée, célèbre pour son rôle de la petite pute pourrie gâtée. Il y avait aussi ce Nabab, avec ses grosses boucles d'oreilles en diamant. Il avait un AK, rutilant, avec lanceur de grenades intégré. Il adorait répéter que c'était la réplique exacte de celui qu'on voyait dans Scarface. N'avait pas le cœur de lui dire que le seigneur Montana se servait d'un M16A1. Il y avait aussi cet humoriste-là, vous savez, celui qui avait son émission. Il n'arrêtait pas d'éternuer entre les deux airbags de sa stripteaseuse taille, tout en crachant des conneries comme quoi tout ça, c'était simplement une histoire de vivants contre les morts, et que ça secouait la société à tous les niveaux, social, économique, politique et même environnemental. Il pensait aussi qu'inconsciemment, on connaissait tous les vérités pendant le grand mensonge. Ça expliquait pourquoi on avait déraillé à ce point, quand l'affaire avait enfin fait la une des médias. Ça se tenait tout ça, jusqu'à ce qu'ils se mettent à déblatérer sur le sirop de fructose et la féminisation de l'Amérique. Ça a l'air dingue, hein, je sais, mais on s'attendait à trouver tous ces types ici. Moi, en tout cas, je m'y attendais. Ce qui m'a surpris, par contre, c'était leur personnel, tous autant qu'ils étaient. Il leur fallait je ne sais pas combien de stylistes, d'attachés de presse et d'assistants. Certains, je crois, étaient plutôt cool. Ils boussaient pour le fric, ou parce qu'ils s'imaginaient en sécurité ici, des jeunes qui essayaient de s'en sortir.
je ne peux pas les en blâmer. Mais les autres, par contre, de vrais connards imbus de leur propre merde. Mal élevés, autoritaires, toujours à donner des ordres à tout le monde. Je me souviens de ce type, par exemple. Il avait une casquette de baseball avec un « au boulot » écrit dessus. Si je ne m'abuse, c'était le premier assistant du gros port de l'émission Découvreuse de stars. Ce mec traînait toujours au moins 15 personnes derrière lui. Dès le départ, j'ai su qu'on ne pourrait pas tous leur assurer une protection efficace. Mais j'ai réalisé que mon boss avait déjà tout planifié. Il avait transformé sa baraque en fantasme survivaliste, avec assez de nourriture lyophilisée pour nourrir une armée pendant des années et un désalinisateur qui puisait l'eau directement dans l'océan. Il y avait des éoliennes, des panneaux solaires et des générateurs de secours avec des réservoirs géants enterrés sous la cour intérieure. Et assez de systèmes de sécurité pour tenir les zombies éloignés à jamais. Au mur d'enceinte, détecteurs de mouvement, armes. Oh oui, des armes, ouais, pas de doute. Le patron avait bien fait ses devoirs. Mais sa plus grande fierté, c'était le câblage réseau, qui webcastait chaque pièce de la maison, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'était ça, la vraie raison de la présence de ses chers amis. Il ne comptait pas seulement passer l'hiver à l'abri. Il voulait que tout le monde le sache, sous l'angle célébrité. Voilà pour la meilleure méthode d'exposition. Et il n'y avait pas de webcam dans toute la maison. Vous aviez aussi tous les journalistes. Tous ceux qu'on trouve habituellement sur le tapis rouge des Oscars. Honnêtement, je n'ai jamais réalisé à quel point le journaliste people brassait du monde. J'en ai croisé plusieurs dizaines. De tous les magazines et de tous les shows télévisés. Comment vous sentez-vous? Putain, combien de fois j'ai entendu ça? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en ai même entendu un demander. Vous comptez porter quoi? Je vous jure. Mais pour moi, le moment le plus surréaliste, c'était dans la cuisine, avec quelques membres du staff et les autres gardes du corps. On regardait aux infos. Devinez quoi? Nous. Les caméras filmaient l'autre pièce et montraient nos stars allongées sur des matelas en train de regarder un autre journal télévisé. Les images arrivaient tout droit de l'Upper East Side. Les morts-vivants venaient d'envahir la 3e avenue et les gens se battaient au corps à corps, à main nue, avec des marteaux, des barres à mine. Le gérant d'un magasin de sport refilait des battes de baseball à tout le monde en gueulant « La tête! Visez la tête !» Il y avait un mec en roller, avec une crosse de hockey sur laquelle il avait fixé un hachoir de boucher. Il devait bien rouler à 50 km/h. Et à cette vitesse, il aurait facilement pu se faire 1 ou 2 coups. La caméra n'a rien loupé. Le bras pourri qui jaillit de la bouche d'égout juste devant lui, le pauvre type qui fait un vol plané et se mange le bitume en pleine face, avant d'être entraîné en hurlant par sa queue de cheval dans la bouche d'égout béante. À ce moment précis, la caméra installée dans la pièce a fait un demi-tour pour filmer les réactions des célébrités horrifiées. Plusieurs étaient sincèrement stupéfaites, d'autres jouaient la comédie, je dois le reconnaître. J'avais moins de respect pour ceux qui versaient des larmes de crocodile que pour la pute pourrie gâtée qui avait traité le mec de crétin. Au moins, elle était honnête. Je me tenais à côté d'un type, Sergueï, un putain de géant avec un visage tout triste. Ses histoires à propos de son enfance en Russie m'avaient convaincu que les pires trous du tiers-monde ne se trouvent pas forcément sous les tropiques. Quand la caméra a capté les réactions de nos beautiful people, il a grommelé un truc en russe. Le seul mot que j'ai capté, c'était Romanovs. Et j'allais lui demander ce que ça voulait dire quand l'alarme s'est mise à gueuler. Quelque chose avait déclenché les capteurs de pression positionnés plusieurs kilomètres autour de l'enceinte. Ces petits machins étaient suffisamment sensibles pour détecter un seul zombie. Et voilà qu'il n'arrêtait plus de sonner. La radio crachait. « Contact, coin sud-ouest. » Putain de merde, il y en a des centaines. Cette foutue maison était vraiment énorme. Il m'a fallu plusieurs minutes avant d'atteindre ma position de tir. Au début, je n'ai pas compris pourquoi le garde était si nerveux. Des centaines de zombies, et après,
Jamais il ne pourrait escalader les murs. Puis je l'ai entendu crier. Nom de Dieu! Ils sont rapides, ces enculés! Des zombies rapides, ça m'a retourné l'estomac. S'il pouvait courir, il pouvait grimper. S'il pouvait grimper, sans doute qu'il pouvait réfléchir. Je flippais grave. Je me souviens que tous les copains de notre boss sprintaient vers l'armurerie et tournaient en rond comme les figurants d'un vieux film d'action des années 80. J'ai fini par rejoindre la fenêtre de la chambre d'amis du 3e étage. J'ai ôté la ceinture de mon arme et je me suis mise en position. J'avais une lunette de dernière génération, amplification de lumière et imagerie thermique. Pas besoin du thermique en tout cas. Notre ami Zach n'irradie aucune chaleur. Quand j'ai vu plusieurs centaines de silhouettes bien vertes courir vers nous, ma gorge s'est serrée. Ce n'étaient pas des morts vivants. C'est là. Je les ai entendus crier. La maison qu'on a vue à la télé. Ils trimballaient des échelles, des armes, des enfants. 2 d'entre eux avaient même leur cartable sur le dos. Et tous s'agglutinaient devant l'entrée. Une porte en acier massif, censée arrêter plusieurs centaines de ghouls. L'explosion a fait sauter toutes les charnières et les a envoyés valdinguer dans la maison, comme des shurikens géantes. « Feu !» gueulait le boss à la radio. « Descendez-les! Tuez-les! Tuez-les !» Les assaillants, je ne sais pas comment les appeler autrement, se sont rués à l'intérieur. La cour intérieure était pleine de véhicules bien garés, des voitures de sport, des Hummers, et même un monster truck qui appartenait à une huile de la NFL, National Football League. Tout a cramé, tout. Certaines bagnoles ont carrément explosé. Les autres ont brûlé sur place, asphyxiant tout le monde avec l'épaisse fumée huileuse des pneus. Tout ce qu'on entendait, c'était des coups de feu, les leurs et ceux de notre petite équipe. Pas seulement d'ailleurs. Les rares gros bonnets qui ne s'étaient pas encore chiés dessus se sont mis en tête de jouer les héros. Peut-être qu'ils ne pensaient qu'à sauver leur réputation devant leurs mignons. Je n'en sais rien, après tout. Beaucoup d'entre eux ont demandé à leur entourage de les protéger. Certains ont obéi. Ces pauvres types d'à peine 20 ans, qui n'avaient jamais tiré un coup de feu de toute leur vie. Ils n'ont pas tenu longtemps, mais quelques braves péonesses se sont tout de même retournés contre leur maître pour rejoindre les agresseurs. J'ai vu un pédé de coiffeur tout gentil planter un coupe-papier dans la bouche d'une actrice. Ironie de l'histoire, j'ai aussi vu M, au boulot, ramasser une grenade pour sauver son patron juste avant qu'elle ne lui saute à la gueule. C'était un vrai asile de fous. Exactement l'idée qu'on se faisait de l'enfer. La moitié de la maison cramait. Il y avait du sang partout, des cadavres, parfois en morceaux, éparpillés sur tous ces trucs coûteux. J'ai croisé le kleps de la petite pute en allant vers la porte de derrière. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Si on avait pu se parler, ça aurait ressemblé à ça. Et ton maître? Et le tien? Qu'ils aillent tous se faire foutre. C'était l'attitude la plus répandue parmi les gardes du corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas servi une seule fois de mon arme, cette nuit-là. On nous payait pour protéger les riches des zombies, pas pour dégommer des pauvres gars qui cherchaient juste un endroit où se réfugier. On les entendait distinctement crier dans l'entrée. Pas des trucs genre « piquez tout ce qui a de la valeur et violez-moi toutes ces putes ». Non. Plutôt « éteignez les feux, faites monter les femmes et les enfants aux étages ». J'ai marché sur Mister Humoriste Politique en sortant sur la plage. Lui et sa blonde. Cette vieille peau que je prenais pour son ennemi juré. Ils baisaient comme des malades. Comme si demain n'existait pas. Et d'ailleurs, c'était peut-être vrai à la réflexion. Sur le sable, je suis tombé sur une planche de surf, qui devait coûter plus de fric à elle seule que la maison dans laquelle j'avais grandi. Ensuite, j'ai pagayé doucement vers les lumières à l'horizon. Il y avait plein de bateaux ce soir-là. Les gens se tiraient de chez eux. J'espérais que l'un d'eux me prendrait en stop jusqu'au port de New York. Avec un peu de bol, j'arriverais bien à leur refiler une paire de boucles d'oreilles en diamant pour les dédommager. Il termine son verre de rhum et en recommande un autre. Parfois, je me demande pourquoi ils n'ont pas tout simplement
pas fermer leur gueule. Vous saisissez? Pas seulement mon boss, mais tous ces parasites poudrés. Ils avaient largement les moyens d'être peinards. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je ne sais pas, moi. Aller en Antarctique, au Groenland, ou même rester chez eux. Mais putain, loin des regards indiscrets. Mais non, peut-être qu'ils n'y arrivent tout simplement pas. Comme un interrupteur qu'on ne peut pas tourner. C'est peut-être pour ça qu'ils sont allés dans cette maison. Mais qu'est-ce que j'en sais après tout, hein? Le barman pose un verre de rhum sur la table, et Tissine lui refile une pièce. Plus t'en as, plus t'en veux.